Ma propre mère m'a abandonné à l'aéroport quand j'avais seulement 8 ans, me laissant avec juste un sac à dos, tout cela pour profiter de vacances luxueuses avec son nouveau mari et ses enfants. Quand j'ai appelé en pleurant, elle a froidement dit « Débrouille-toi, je ne vais pas gâcher mon voyage familial parfait pour ton drame sans valeur. » Son nouveau mari a ajouté « Certains morveux ont juste besoin d'apprendre la vraie indépendance à la dure. » Ses enfants gâtés riaient en arrière-plan. Enfin, de vraies vacances sans le boulet indésirable, a-t-elle ajouté. Arrête d'être si pathétique et nécessiteuse, trouve ton propre chemin pour rentrer à la maison. Je me suis débrouillé en appelant mon père éloigné, qui est arrivé dans un jet privé. Quand elle est revenue, elle a trouvé ma chambre vide et des documents juridiques qui l'attendaient. Je m'appelle Léa, et quand j'avais 8 ans, mon monde tournait autour de ma mère, Annette. Elle était tout pour moi. Après le divorce de mes parents quand j'avais 5 ans, mon père, Gordon, avait essentiellement disparu de nos vies. Après le divorce, maman m'a toujours dit qu'il était trop occupé avec son empire commercial pour se soucier de nous, qu'il avait choisi l'argent plutôt que la famille. Je la croyais complètement. Maman s'est remariée quand j'avais 7 ans avec un homme nommé Calvin, qui venait avec 2 enfants à lui, Kylie, qui avait 10 ans, et Noah, qui en avait 9. Dès le début, il était clair que j'étais l'étrangère dans cette nouvelle cellule familiale. Calvin ne faisait aucun effort pour cacher sa préférence pour ses enfants biologiques, et ma mère semblait être d'accord avec tout ce qui rendait son nouveau mari heureux. Kylie et Noah étaient tout ce que je n'étais pas aux yeux de Calvin. Ils étaient confiants, exigeants et savaient exactement comment manipuler les situations à leur avantage. Kylie avait cette façon de sourire gentiment aux adultes tout en étant absolument vicieuse avec moi quand il ne regardait pas. Noah était plus direct dans sa cruauté, cassant souvent accidentellement mes jouets ou renversant des choses sur mes devoirs. Les problèmes ont commencé petits, des soirées cinéma en famille où on me disait qu'il n'y avait pas assez de place sur le canapé, des fêtes d'anniversaire où Kylie et Noah avaient des célébrations élaborées alors que la mienne était oubliée ou organisée à la hâte, des photos de vacances où j'étais systématiquement coupé ou positionné sur les bords. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait, mais je sentais la froide distance grandir entre ma mère et moi. Tout a atteint son paroxysme pendant les vacances de printemps de ma 2e année. Calvin avait prévu des vacances élaborées de 2 semaines à Hawaï pour la famille. J'étais tellement excité que je pouvais à peine dormir pendant des semaines à l'avance. Je n'étais jamais allé en vraies vacances, et l'idée de construire des châteaux de sable avec maman et peut-être enfin créer des liens avec mes nouveaux frères et sœurs me remplissait d'espoir. Le matin du départ, je me suis réveillé tôt et j'ai soigneusement emballé mon petit sac à dos violet avec mon animal en peluche préféré, des livres et le nouveau maillot de bain que maman m'avait acheté. Je vibrais pratiquement d'excitation alors que nous conduisions à l'aéroport. Calvin semblait inhabituellement silencieux, et Kylie et Noah échangeaient ces regards entendus qui me mettaient mal à l'aise, mais j'ai mis ces sentiments de côté. À l'aéroport, tout semblait normal au début. Nous nous sommes enregistrés pour notre vol, et j'ai tenu fermement ma carte d'embarquement, lisant Honolulu encore et encore. Puis Calvin a dit qu'il devait aller aux toilettes et a emmené Kylie et Noah avec lui. Maman a dit qu'elle allait prendre un café et m'a dit d'attendre près de notre porte d'embarquement. Je me suis assise là pendant ce qui m'a semblé des heures, regardant les familles monter à bord des avions et me demandant quand ma famille reviendrait. D'autres enfants couraient avec leurs parents, riant et excités pour leur voyage. Je n'arrêtais pas de regarder la grande horloge sur le mur, remarquant que notre heure de départ approchait. Finalement, j'ai décidé d'appeler le téléphone portable de maman. Quand elle a répondu, il y avait de la musique forte et des rires en arrière-plan. « Maman, où es-tu ? Notre avion est sur le point de partir. » Il y a eu une pause. Puis sa voix est arrivée, froide et distante, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Léa, écoute attentivement, tu ne viens pas avec nous. » Je n'ai pas compris. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai mon billet, je suis à la porte. Je veux dire que tu restes ici. Calvin pense qu'il serait préférable que ce soit juste notre nouvelle famille lors de ce voyage. Tu peux te débrouiller, je ne vais pas gâcher mon voyage familial parfait pour ton drame sans valeur. J'ai commencé à pleurer, ne comprenant pas ce qui se passait. Mais maman, je ne sais pas comment rentrer à la maison, je n'ai que 8 ans. La voix de Calvin est passée par le téléphone, dure et méprisante. Certains morveux ont juste besoin d'apprendre la vraie indépendance à la dure. Peut-être que cela t'enseignera un peu de caractère. En arrière-plan, je pouvais entendre Kylie et Noah rire. La voix de Kylie apportait clairement, enfin, de vraies vacances sans le boulet indésirable. La voix de ma mère est revenue,
Et ce qu'elle a dit ensuite est gravé dans ma mémoire pour toujours, arrête d'être si pathétique et nécessiteuse, Léa. Trouve ton propre chemin pour rentrer à la maison. Tu es assez intelligente pour te débrouiller. La ligne s'est coupée. Je suis resté là au milieu de l'aéroport international de Denver, 8 ans, serrant un téléphone et un sac à dos, complètement seul. La réalité de ce qui venait de se passer m'a frappé comme un coup physique. Ma propre mère m'avait abandonné, la femme qui était censée me protéger, m'aimer inconditionnellement, m'avait laissé en plan à des centaines de kilomètres de chez moi sans une seconde pensée. La sécurité de l'aéroport m'a trouvé environ 20 minutes plus tard, sanglotant de manière incontrôlable près de la porte d'embarquement. Ils étaient gentils mais clairement confus quant à la façon dont un enfant s'était retrouvé seul. Quand j'ai essayé d'expliquer que ma mère m'avait laissé, ils ont d'abord pensé qu'il y avait eu une sorte de malentendu. Ils m'ont emmené au bureau des services aux familles de l'aéroport, une petite pièce avec des décorations joyeuses qui semblaient surréalistes compte tenu de ma situation. Une femme douce nommée Madame VGA s'est assise avec moi pendant qu'ils essayaient de comprendre quoi faire. Ils ont appelé le téléphone de ma mère à plusieurs reprises, mais cela allait directement à la messagerie vocale. Dans le cadre de leur protocole standard pour les mineurs non accompagnés, le bureau de la sécurité de l'aéroport a enregistré toutes les conversations téléphoniques pour la protection juridique. Chérie, a dit Madame VGA doucement, y a-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler? D'autres membres de la famille? J'ai réfléchi. Maman avait toujours dit que mon père ne voulait rien avoir à faire avec nous, mais il était la seule autre personne à laquelle je pouvais penser. Je me souvenais à peine de lui, juste des fragments d'un homme grand avec des yeux gentils qui me lisait des histoires au coucher. Mais j'avais secrètement mémorisé son numéro de téléphone il y a des années dans l'ancien carnet d'adresses de maman quand j'étais curieuse à son sujet. Mon papa, ai-je murmuré, mais maman dit qu'il ne se soucie pas de moi. Madame VGA m'a encouragé à essayer quand même. Avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro que j'avais mémorisé et gardé caché dans mon cœur depuis si longtemps. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Gordon Calvinson à l'appareil. Papa, le mot est sorti à peine comme un murmure. Il y a eu un silence de mort à l'autre bout, puis une inspiration forte. Léa? Léa, c'est toi. Oui, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Papa, j'ai peur. Maman m'a laissé à l'aéroport et je ne sais pas quoi faire. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, y compris moi. La voix de mon père a complètement changé, devenant urgente et concentrée. Où es-tu exactement? Quel aéroport, mon ourson? Maman était censée m'emmener à Hawaï, mais elle a dit que je ne pouvais pas venir, et maintenant je suis seul et je ne sais pas comment rentrer à la maison. Écoute-moi très attentivement, ma chérie. Tu vas bien. Je veux que tu restes exactement là où tu es. Donne le téléphone à l'adulte qui est avec toi. J'ai remis le téléphone à Madame VGA. Je ne pouvais entendre que son côté de la conversation, mais ses expressions sont passées du scepticisme à la surprise à quelque chose comme l'étonnement. Oui, monsieur. Oui, je comprends. Elle est en sécurité avec nous. Combien de temps cela prendra-t-il? Un jet privé? Oui, monsieur, nous la préparons. Quand elle a raccroché, elle m'a regardé avec de nouveaux yeux. Chérie, ton père vient te chercher. Il sera là dans 3 heures. Je n'arrivais pas à y croire. Le père qui était censé ne pas se soucier de moi laissait tout tomber pour venir me chercher. Au cours des quelques heures suivantes, Madame VGA m'a aidé à obtenir de la nourriture et à appeler mon école pour leur faire savoir que je ne serais pas de retour avant un certain temps. Elle a posé des questions douces sur ma vie à la maison, et je me suis retrouvé à lui raconter des choses que je n'avais jamais racontées à personne sur la façon dont les choses avaient changé depuis que maman s'était remariée. Fidèle à sa parole, exactement 3 heures plus tard, Madame Martinez a reçu un appel que mon père était arrivé. Quand je l'ai vu marcher vers moi à travers l'aéroport, je l'ai à peine reconnu, mais quelque chose au fond de moi savait que c'était mon papa. Il était grand et distingué, portant un costume cher, mais ses yeux étaient rougis comme s'il avait pleuré. Il s'est agenouillé à mon niveau et a ouvert ses bras. J'ai couru vers lui sans hésitation, et quand il m'a serré dans ses bras, je me suis senti plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des années. Je suis tellement désolé, ma puce, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je suis tellement désolé. Alors que nous traversions l'aéroport, j'ai remarqué que les gens nous regardaient. Mon père avait une présence qui commandait l'attention. Quand nous avons atteint son jet privé, j'avais l'impression d'être dans un film.
L'intérieur ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu, avec des sièges en cuir et des panneaux de bois poli. Pendant le vol vers sa maison à Seattle, mon père et moi avons eu la première vraie conversation que nous avions eue depuis 3 ans. Il a expliqué qu'après le divorce, ma mère avait rendu presque impossible pour lui de me voir. Elle avait déménagé sans le lui dire, changé de numéro de téléphone et menacé d'intenter une action en justice chaque fois qu'il essayait de prendre contact. Il avait fidèlement versé une pension alimentaire et avait embauché des détectives privés pour essayer de nous retrouver. Ta mère a dit au tribunal que j'essayais de t'enlever, a-t-il expliqué tristement. Elle m'a dépeint comme une sorte de personne dangereuse qui voulait te voler. L'ordonnance restrictive m'interdisait de te contacter directement. Mais pourquoi n'as-tu pas continué à essayer? Ai-je demandé. Je n'ai jamais cessé d'essayer, Léa. J'ai des avocats qui travaillent sur ce problème constamment, mais le système est compliqué quand un parent veut couper l'autre complètement. On m'a dit que forcer le contact pourrait te traumatiser davantage si ta mère t'avait convaincu que j'étais dangereux. Il m'a montré des photos sur son téléphone de la chambre qu'il avait maintenue pour moi dans sa maison, exactement comme je l'avais laissée quand j'avais 5 ans, juste mise à jour avec des meubles et des jouets adaptés à l'âge. Je n'ai jamais perdu l'espoir que tu reviennes à la maison, a-t-il dit. Sa maison était incroyable. C'était comme quelque chose sorti d'un magazine, avec des baies vitrées donnant sur Puget Sound. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point elle était calme et paisible. Il n'y avait aucune tension, pas de marche sur des œufs, pas l'impression d'être un fardeau indésirable. Ce premier soir, mon père m'a préparé des crêpes pour le dîner parce que je lui ai dit que c'était mon plat préféré. Nous avons regardé des films, et il m'a laissé veiller tard juste pour parler. Il a posé des questions sur l'école, mes amis, ce que j'aime lire. Personne ne m'avait posé de questions sur mes intérêts depuis si longtemps que j'avais presque oublié que j'en avais. Au cours des quelques jours suivants, les avocats de mon père ont travaillé jour et nuit. Il s'est avéré que ce que ma mère avait fait n'était pas seulement moralement répréhensible, mais légalement problématique. Abandonner un enfant mineur dans un aéroport pouvait être considéré comme une mise en danger d'enfant. Le fait qu'elle l'ait fait délibérément, comme en témoigne l'appel téléphonique que l'aéroport avait enregistré dans le cadre de son protocole de sécurité, l'a rendu encore pire. Pendant ce temps, j'en ai appris davantage sur la vie de mon père. Gordon Calvinson n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il était l'un des hommes les plus riches de Seattle. Il possédait une entreprise technologique qui avait révolutionné les systèmes de sécurité en ligne. Il employait plus de 2000 personnes et avait été présenté sur des couvertures de magazines que j'avais vues dans les épiceries sans jamais les relier à mon père. Mais plus important encore, j'ai appris qu'il était gentil. Il employait un personnel à temps plein dans sa maison, mais il prenait quand même le temps de cuisiner avec moi, de m'aider avec mes devoirs et de me lire des histoires au coucher, tout comme il l'avait fait quand j'étais petite. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelqu'un voulait vraiment que je sois là. Mon père m'a inscrite dans une école privée près de sa maison, et j'ai prospéré d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Les enseignants étaient attentifs, les autres enfants étaient amicaux, et je n'avais pas à m'inquiéter que Kylie ou Noah me rendent la vie misérable. J'ai commencé à prendre des cours de piano, j'ai rejoint le club d'art de l'école, et j'ai même trouvé des amis qui m'ont invité chez eux pour des rendez-vous de jeu. 2 semaines après avoir été abandonné à l'aéroport, ma mère et sa nouvelle famille sont revenus d'Hawaï. Selon le détective privé de mon père, qui avait surveillé la situation, elle n'a même pas remarqué que je n'étais pas à la maison avant plusieurs heures. Quand elle a finalement appelé la police pour me signaler disparu, ils l'ont informé que j'étais en sécurité et qu'elle devait contacter l'équipe juridique de Gordon Calvinson. Le premier appel est arrivé ce soir-là. Mon père a répondu et l'a mis sur haut-parleur après avoir demandé si j'étais d'accord pour entendre ce qu'elle avait à dire. « Gordon, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu as enlevé ma fille. » La voix de mon père était calme mais glaciale. « J'ai secouru ma fille après que tu l'as abandonnée dans un aéroport, Annette. » Il y a une différence significative. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un malentendu. Il y a un enregistrement de ton appel téléphonique où tu as explicitement dit à un enfant de 8 ans de se débrouiller et de trouver son propre chemin pour rentrer à la maison. Veux-tu que je te le fasse écouter? Le silence à l'autre bout était assourdissant. Je la veux immédiatement, a finalement dit ma mère, mais sa voix avait perdu son assurance. Cela ne va pas arriver, a répondu mon père. Mes avocats ont déjà demandé la garde d'urgence sur la base de l'abandon et de la mise en danger. Léa reste avec moi. Tu ne peux pas faire ça, je suis sa mère. J'ai pris le téléphone à mon père.
Maman, ma voix était stable, ce qui m'a surprise. Léa, ma chérie, rentre à la maison. Tout cela n'est qu'un grand malentendu. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit doucement. Tu m'as laissé seul dans un aéroport parce que Calvin ne voulait pas de moi lors de vos vacances en famille. Tu m'as dit que j'étais pathétique et nécessiteuse. Tu as dit que j'étais un drame sans valeur. Léa, je ne voulais pas dire. Si, tu l'as fait, et je ne reviens pas. J'ai remis le téléphone à mon père et je suis allé dans ma chambre. Je pouvais entendre ma mère crier à travers le téléphone, proférant des menaces et des exigences, mais je ne ressentais rien d'autre que du soulagement. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité et voulu. La bataille juridique qui a suivi a été rapide et décisive. L'abandon de ma mère était bien documenté, et mon père avait des preuves de tentatives de contact pendant des années qu'elle avait bloquées. Le tribunal a été particulièrement perturbé par l'appel téléphonique enregistré et par le fait qu'elle avait quitté le pays sans s'assurer que j'avais un moyen de rentrer à la maison. Pendant ce temps, j'ai commencé à consulter une psychologue pour enfants nommée Dr Amanda Chen, qui m'a aidé à traiter ce qui s'était passé. Dans nos séances, j'ai commencé à comprendre que la façon dont j'avais été traité n'était ni normale ni acceptable. Dr Chen m'a aidé à réaliser que je marchais sur des œufs depuis des années, essayant constamment de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Léa, a-t-elle dit lors d'une de nos séances, ce qui t'est arrivé n'était pas une question de ne pas être assez bonne. Il s'agissait d'adultes faisant des choix égoïstes et manquant à leurs responsabilités. Grâce à la thérapie, j'ai également commencé à me souvenir de choses que j'avais supprimées, comme la fois où Calvin avait accidentellement jeté mon projet scientifique la veille de sa date d'échéance, affirmant qu'il pensait que c'était des ordures, ou quand Kylie m'avait coupé les cheveux pendant que je dormais, puis avait convaincu ma mère que je l'avais fait moi-même pour attirer l'attention. Ces souvenirs sont revenus en force, et avec eux une image plus claire de la façon dont mon environnement familial était devenu toxique. Mon père a été incroyablement solidaire tout au long de ce processus. Il a assisté à certaines séances avec moi, et je l'ai vu lutter contre sa propre culpabilité de ne pas avoir pu me protéger plus tôt. Dans une séance particulièrement émouvante, il s'est effondré en pleurs. J'aurais dû me battre plus fort, a-t-il dit. J'aurais dû ignorer l'ordonnance restrictive et trouver un moyen de te sortir de là. Dr Chen nous a tous les deux aidés à comprendre que mon père était dans une position impossible. Le système juridique nous avait tous les deux laissé tomber, et ma mère avait été incroyablement manipulatrice en le dépeignant comme une menace. Pendant ce temps, la détective privée de mon père, une femme brillante nommée Isla Moreno, continuait de découvrir des informations troublantes sur le passé de Calvin. Elle a découvert que ce n'était pas la première fois qu'il encourageait une partenaire à abandonner ses enfants issus de relations précédentes. Sa première femme, Claudia, avait perdu la garde de ses deux fils après que Calvin l'ait convaincu qu'il l'empêchait de vivre leur nouvelle vie ensemble. Détective Moreno s'est arrangé pour que je parle à Claudia, maintenant remariée et essayant désespérément de reconstruire des relations avec ses fils. La conversation a été révélatrice et déchirante. Calvin a cette façon de vous faire sentir que vous choisissez entre vos enfants et votre bonheur, a expliqué Claudia. Il commence petit, en faisant de petits commentaires sur la facilité avec laquelle la vie serait sans les complications liées aux ex-conjoints et au calendrier de garde. Puis il vous fait vous sentir coupable de faire passer les besoins de vos enfants en premier. Elle m'a raconté comment Calvin l'avait convaincu que ses fils étaient amers à propos de son nouveau mariage et qu'ils essayaient intentionnellement de saboter leur relation. Il avait demandé à Kylie et Noah d'être doux et charmants quand elle était là, créant un contraste frappant qui faisait paraître ses propres enfants difficiles et ingrats. Le pire, a dit Claudia en larmes, c'est que je l'ai cru. Je l'ai choisi plutôt que mes propres enfants, et maintenant mes garçons me parlent à peine. Ils sont adolescents maintenant, et ils ne m'ont jamais pardonné de les avoir abandonnés. Cette conversation a été enregistrée avec la permission de Claudia et est devenue une preuve cruciale dans notre cas. Elle a établi un schéma clair du comportement manipulateur de Calvin et a montré que ce qui m'était arrivé n'était pas un incident isolé. Mais le véritable choc est survenu lorsque l'enquête de mon père a révélé plus de détails sur Calvin et ses enfants. Il s'est avéré que Calvin avait des antécédents de comportement manipulateur avec les enfants de sa précédente femme. Son ex-femme avait perdu la garde en partie parce que Calvin l'avait convaincu de donner la priorité à leur relation plutôt qu'à ses enfants d'un mariage précédent. Kylie et Noah avaient été entraînés à être hostiles envers les beaux-enfants afin de maintenir leur position de favoris de Calvin. Détective Moreno a également découvert des irrégularités financières. Calvin avait systématiquement isolé ma mère de son propre argent tout en accédant à la pension alimentaire que mon père versait.
Les relevés bancaires ont montré que l'argent destiné à mes soins avait été utilisé pour financer les frais de scolarité de Kylie et Noah dans une école privée, des activités parascolaires coûteuses et des achats de luxe. Votre mère a cédé la procuration financière à Calvin seulement 6 mois après leur mariage, a expliqué détective Moreno à mon père et à moi. Il a contrôlé tous les aspects de ses finances, y compris les paiements de pensions alimentaires. Légalement, cela pourrait constituer une fraude. Cette découverte a entraîné des accusations criminelles supplémentaires portées contre Calvin. Non seulement il avait encouragé l'abandon d'enfants, mais il avait également volé de l'argent destiné à mes soins et l'avait utilisé au profit de ses propres enfants. Les preuves ont continué de s'accumuler. Les dossiers scolaires ont montré que, bien que les notes et les activités de Kylie et Noah aient été méticuleusement suivies et soutenues, mes difficultés scolaires avaient été ignorées. Les conférences parents-enseignants auxquelles ma mère a assisté se sont concentrées exclusivement sur les éloges de Kylie et Noah tout en rejetant les préoccupations concernant mon bien-être émotionnel. Mon ancienne enseignante, Madame Patterson, a témoigné qu'elle avait tenté à plusieurs reprises de contacter ma mère au sujet de ma performance en baisse et de mes signes évidents de détresse. Léa est passée d'une élève brillante et engagée à une élève repliée sur elle-même et anxieuse, a-t-elle dit. Quand j'appelais à la maison, Calvin répondait et rejetait mes préoccupations, disant que Léa cherchait juste à attirer l'attention. Madame Patterson a également révélé qu'elle était tellement préoccupée par mon bien-être qu'elle avait contacté les services de protection de l'enfance, mais Calvin les avait convaincus que j'avais simplement du mal à m'adapter à la nouvelle dynamique familiale et qu'il gérait cela avec une discipline appropriée. L'agent du CPS qui avait enquêté, Janet Williams, a été assignée à témoigner. Elle a admis que Calvin avait été très convaincant et avait présenté ce qui semblait être une explication raisonnable de mes changements de comportement. Cependant, elle a reconnu que si elle avait connu ses antécédents avec les enfants de Claudia, elle aurait creusé plus profondément. Pendant cette période, j'ai également établi des relations avec la famille élargie de mon père. Ma grand-mère paternelle, Elanée, est venue de New York pour me rencontrer. C'était une femme formidable dans ces années 70 qui avait construit son propre empire immobilier prospère. Je n'ai jamais cru au mensonge d'Annette sur ton père, m'a-t-elle dit fermement. Gordon est un homme bon qui t'aime profondément. Je mets de côté de l'argent pour ton fonds universitaire chaque année depuis le divorce, en espérant qu'un jour tu reviendrais à la maison avec nous. Ma grand-mère avait également conservé des registres détaillés des tentatives de mon père de maintenir le contact avec moi. Elle avait des copies de tous les documents juridiques, de chaque lettre qui avait été renvoyée et de chaque chèque qui avait été encaissé pour la pension alimentaire. Sa tenue de registre méticuleuse est devenue une autre pièce de preuve puissante dans notre cas. Grâce à ma grand-mère, j'ai également appris la lutte de mon père contre la dépression après avoir perdu le contact avec moi. Elle m'a montré des photos d'une chambre qu'il avait maintenue pour moi, la mettant à jour chaque année avec des décorations et des jouets adaptés à l'âge. Il y avait des cadeaux d'anniversaire qu'il m'avait achetés chaque année, emballés et en attente, en espérant qu'un jour je reviendrais à la maison avec nous. Il n'a jamais abandonné, a-t-elle dit, me montrant un placard rempli de cadeaux soigneusement conservés. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque étape qu'il pensait que tu pourrais atteindre, il t'achetait quelque chose et le gardait. L'ouverture de ces cadeaux était à la fois déchirante et guérissante. Il y avait des livres pour tous les niveaux de lecture, des fournitures d'art, des vêtements dans des tailles que j'avais dépassées et des jouets qui montraient à quel point mon père avait essayé d'imaginer ce que j'aimerais en grandissant. Chaque cadeau représentait son amour et son espoir pendant nos années de séparation. Mon père m'a également présenté à son meilleur ami et partenaire commercial, James, qu'il avait soutenu dans les batailles juridiques et les traumatismes émotionnels de notre séparation. James et sa femme, Carol, avaient 2 filles à peu près de mon âge, et ils m'ont immédiatement accueilli dans leur cercle familial. Ton papa parlait de toi constamment, m'a dit James. Chaque voyage d'affaires, chaque décision importante, chaque succès, il disait toujours qu'il aimerait que tu sois là pour le partager avec lui. Carol m'a montré un album photo que mon père avait créé avec des photos de moi de la naissance à l'âge de 5 ans, ainsi que des photos professionnelles qu'il avait engagé des photographes pour prendre de mes événements scolaires à distance. Ma mère avait refusé de partager des photos avec lui, alors il avait eu recours à l'embauche de personnes pour assister à mes pièces de théâtre et événements sportifs juste pour avoir des photos de moi en grandissant. Il n'a jamais manqué une pièce de théâtre, a dit Carol doucement. Il ne pouvait pas y assister à cause de l'ordonnance restrictive, mais il s'assurait que quelqu'un était là pour te photographier. Il a des photos de chaque représentation, de chaque cérémonie de remise de prix, de chaque journée sur le terrain. Apprendre les efforts que mon père avait déployés pour rester connecté à ma vie, même à distance, m'a fait comprendre la profondeur de son amour et l'étendue de la cruauté de ma mère en nous séparant.
Le tribunal a accordé à mon père la garde complète, avec des visites supervisées pour ma mère. Elle a également été tenue de suivre des séances de counseling et des cours parentaux avant que des visites non supervisées puissent être envisagées. Quand ma mère est revenue dans notre ancienne maison, elle l'a trouvée exactement comme elle l'avait laissée, à l'exception de ma chambre, qui était complètement vide. Mon père avait engagé une entreprise de déménagement pour emballer toutes mes affaires pendant qu'elle était à Hawaï. Mais ce qui l'a vraiment mise en colère, ce sont les documents juridiques qui l'attendaient sur la table de la cuisine. En plus du changement de garde, mon père la poursuivait pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, mise en danger d'enfant et violation de ses droits parentaux. Les documents comprenaient également une comptabilité détaillée de la pension alimentaire qu'il avait versée, qu'elle était maintenant tenue de rembourser puisqu'elle lui avait refusé l'accès à moi. Mais peut-être le plus dévastateur fut le dernier document de la pile, une ordonnance restrictive interdisant à Calvin de s'approcher à moins de 150 mètres de moi. Les enquêteurs de mon père avaient découvert des preuves documentées du comportement émotionnellement abusif de Calvin envers ses beaux-enfants, y compris le témoignage sous serment de son ex-femme, Claudia, concernant ses schémas de manipulation et ses tactiques d'intimidation, que le tribunal a jugé suffisant pour le considérer comme une menace directe pour mon bien-être. La première visite supervisée avec ma mère était prévue 3 semaines plus tard. Elle est arrivée à l'établissement désigné par le tribunal, l'air hagard et désespéré. Calvin n'était pas autorisé à venir, et elle a dû laisser Kylie et Noah à la maison. « Léa, s'il te plaît », a-t-elle supplié dès qu'elle m'a vu. J'ai fait une erreur. J'étais stressé par le voyage, et Calvin me mettait la pression, et je ne réfléchissais pas clairement. Tu dois rentrer à la maison. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné naissance, que j'avais aimée inconditionnellement pendant 8 ans, et je n'ai ressenti que de la pitié. Maman, tu n'as pas fait une erreur, tu as fait un choix. Tu as choisi Calvin et ses enfants plutôt que moi. Ce n'est pas vrai, tu es ma fille. À quand remonte la dernière fois où tu as agi comme telle, ai-je demandé doucement. À quand remonte la dernière fois où tu m'as fait passer en premier? À quand remonte la dernière fois où tu t'es assuré que je me sens aimé et désiré? Elle ne pouvait pas répondre parce que nous connaissions toutes les deux la vérité. Même avant l'incident à l'aéroport, elle m'avait lentement repoussé hors de sa vie pour faire de la place à sa nouvelle famille. Les visites supervisées ont continué pendant plusieurs mois, mais elles sont devenues de plus en plus tendues. Ma mère passait son temps à essayer de me convaincre de revenir, à faire des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir et à dépeindre mon père comme un méchant qui me manipulait. Elle ne pouvait pas comprendre que j'étais sincèrement plus heureux sans elle. Pendant ce temps, ma vie avec mon père a continué à s'épanouir. Il s'est remarié quand j'avais 12 ans avec une femme merveilleuse nommée Monica, qui avait elle-même 2 filles, Taran et Grace. Mais contrairement à mon expérience avec la famille de Calvin, Monica a fait tout son possible pour m'inclure et me faire sentir la bienvenue. Taran et Grace sont devenues les sœurs que j'avais toujours voulu avoir, et nous avons développé des liens étroits qui perdurent encore aujourd'hui. Mon père s'est assuré que je comprenne que Monica et ses filles ne remplaçaient personne, elles étaient des ajouts à notre famille. Il ne m'a jamais demandé d'appeler Monica maman ou de faire semblant que ma relation compliquée avec ma mère biologique n'existait pas. Il a simplement fourni un environnement stable et aimant où je pouvais guérir et grandir. Quand j'ai eu 10 ans, les visites supervisées de ma mère avaient diminué à une fois tous les quelques mois. Elle avait des difficultés financières parce que Calvin l'avait quittée quand il est devenu clair que les batailles juridiques n'allaient pas s'arrêter. Apparemment, son idée d'une famille parfaite n'incluait pas de faire face aux conséquences de l'abandon d'enfants. Kylie et Noah, qui avaient été si cruels envers moi quand ils se croyaient en sécurité sous la faveur de leur père, vivaient leurs propres difficultés. Sans moi comme bouc émissaire, ils s'étaient retournés l'un contre l'autre, et la vraie nature de Calvin devenait apparente pour tous ceux qui l'entouraient. Quand j'ai eu 14 ans, mon père m'a surpris avec le cadeau le plus significatif que j'ai jamais reçu. Il avait engagé un détective privé pour localiser mon amie d'enfance, Sophia Vegea, qui avait été ma meilleure amie avant que ma mère ne se remarie. Sophia avait déménagé quand son père avait obtenu une mutation, et j'avais perdu contact avec elle pendant tout le chaos avec la famille de Calvin. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être renouer », a dit mon père, en me tendant une lettre de Sophia. Sophia et moi avons commencé à correspondre régulièrement, et finalement, sa famille m'a invité à leur rendre visite en Californie pendant les vacances d'été. C'était la première fois que je voyageais sans mon père depuis l'incident à l'aéroport, et j'étais nerveuse mais excitée. Les retrouvailles avec Sophia étaient tout ce que j'avais espéré. Nous avons repris notre amitié comme si aucun temps n'était passé, et sa famille m'a traité comme si j'avais toujours fait partie de leur vie. Les parents de Sophia, Rosa et Miguel, étaient chaleureux et accueillants,
et ils m'ont aidé à comprendre à quoi ressemblait une dynamique familiale saine. Tu as l'air tellement plus heureuse maintenant, a observé Sophia lors d'une de nos conversations nocturnes. Je me souviens à quel point tu étais tendue avant que je ne déménage. Tu avais toujours peur de dire ou de faire la mauvaise chose. À travers les yeux de Sophia, j'ai commencé à voir à quel point j'avais changé. L'enfant anxieuse et cherchant à plaire que j'avais été avait disparu, remplacé par quelqu'un de confiant et de sûr de sa place dans le monde. Cette visite m'a également permis de prendre du recul sur le caractère anormal de ma situation avec la famille de Calvin. Pendant ma 2e année de lycée, un événement inattendu a ramené mon passé dans mon présent. Kylie, maintenant âgée de 18 ans et aux prises avec ses propres problèmes, m'a contacté via les réseaux sociaux. Elle vivait dans un foyer de groupe après avoir quitté le système de placement familial, et son message était rempli d'excuses et de regrets. Je sais que tu me détestes probablement, a-t-elle écrit, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé pour la façon dont nous t'avons traité. Calvin nous a fait croire que si nous n'étions pas méchants avec toi, il nous renverrait aussi. Nous n'étions que des enfants, et nous avions peur. J'ai montré le message à mon père et au docteur Chen, que je voyais encore occasionnellement pour des bilans. Ils m'ont tous deux encouragé à répondre si je me sentais prête, mais à être prudente quant à la protection de mon propre bien-être émotionnel. J'ai décidé de rencontrer Kylie dans un lieu neutre, avec mon père qui attendait à proximité. Ce que j'ai appris d'elle a comblé certaines des pièces manquantes du puzzle qu'avait été mon enfance. Kylie a expliqué que Calvin avait été émotionnellement abusif envers elle et Noah également, mais de différentes manières. Il les avait convaincus que les beaux-enfants étaient des menaces pour la stabilité familiale et qu'ils devaient activement s'efforcer de m'exclure, sous peine de perdre leur place dans la famille. Il nous a dit que ton père était riche et dangereux, a dit Kylie, les larmes coulant sur son visage. Il a dit que si nous étions gentils avec toi, ton père essaierait de nous enlever à notre mère, et que nous finirions en famille d'accueil. Nous avions tellement peur que nous faisions tout ce qu'il disait. Elle a également révélé que Calvin leur avait appris quoi dire et faire pour me faire sentir indésirable. La destruction accidentelle de mes biens, les commentaires cruels, même les rires pendant l'appel téléphonique à l'aéroport, tout cela avait été orchestré par Calvin dans le cadre de sa campagne visant à m'éliminer de la famille. Noah et moi, on se sentait mal de ce qu'on faisait, a confessé Kylie, mais Calvin a dit que c'était nécessaire pour protéger notre famille. Quand tu es finalement parti, on pensait qu'on serait en sécurité, mais ensuite il s'en est pris à nous. Sans toi comme cible, il a commencé à trouver à redire à tout ce qu'on faisait. Les révélations de Kylie ont conduit à une autre enquête, cette fois sur le traitement réservé par Calvin à ses propres enfants. Les services sociaux ont découvert qu'après mon départ, Calvin était devenu de plus en plus contrôlant et abusif envers Kylie et Noah. Quand ma mère a essayé de les défendre, Calvin s'en est pris à elle également, finissant par abandonner toute la famille lorsque la pression juridique et financière est devenue trop forte. Les autorités ont retrouvé Calvin dans un autre état, où il était déjà en train d'isoler une autre femme de ses enfants. Il a été arrêté pour de multiples chefs d'accusation, y compris mise en danger d'enfants, fraude et abus émotionnels. Le schéma de son comportement à travers plusieurs familles brossait un tableau clair d'un prédateur qui détruisait systématiquement les relations familiales à son profit. Noah, maintenant âgé de 22 ans, m'a également contacté après que l'arrestation de Kylie ait fait la une des journaux. Ses excuses étaient plus courtes, mais non moins sincères. Il avait lutté contre la toxicomanie et avait passé du temps en centre de détention pour mineurs, des conséquences qu'il attribuait directement au traumatisme d'avoir vécu sous la manipulation de Calvin. « Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes », a-t-il dit lors de notre brève conversation téléphonique, mais je veux que tu saches que voir à quel point tu es heureuse maintenant me donne l'espoir que je peux remettre ma vie sur les rails aussi. Ces conversations avec Kylie et Noah m'ont aidé à comprendre que les abus de Calvin s'étaient étendus bien au-delà de moi. D'une manière tordue, mon retrait de cet environnement toxique m'avait en fait protégé de plusieurs années de dommages psychologiques supplémentaires. Quand j'avais 16 ans, ma mère a fait une dernière tentative pour renouer avec moi. Elle avait suivi une thérapie, terminé des cours de compétences parentales et prétendait avoir appris de ses erreurs. Elle voulait reconstruire notre relation. J'ai accepté de la rencontrer, non pas parce que je voulais qu'elle revienne dans ma vie, mais parce que je voulais une conclusion. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon école, et je l'ai à peine reconnue. Elle avait l'air plus âgée, usée par des années de lutte contre les conséquences de ses choix. « Je sais que je ne mérite pas le pardon », a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage, mais je veux que tu saches que t'abandonner a été la plus grande erreur de ma vie. Pas un jour ne passe sans que je le regrette. Je te crois, ai-je dit, et je le pensais. Mais le regret ne répare pas les dégâts.
Maman, tu ne m'as pas seulement abandonné dans un aéroport, tu as passé des années à me faire sentir indésirable et non aimé. Tu as choisi un homme et ses enfants plutôt que ta propre fille à plusieurs reprises. Je sais, et j'ai tout perdu à cause de ça. Calvin m'a quitté. Kylie et Noah ne veulent pas me parler. Je suis seul, et je sais que c'est ce que je mérite. Je ne veux pas que tu sois seul, ai-je dit honnêtement, mais je ne peux pas être la personne qui répare ça pour toi. Je me suis construite une vie sans toi, et je suis heureuse. J'ai une famille qui m'aime et me fait sentir valorisée. Je ne peux pas revenir à me sentir comme si je n'étais pas à la hauteur. C'était la dernière fois que je parlais à ma mère pendant plusieurs années. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'elle avait finalement déménagé à l'autre bout du pays et avait recommencé à zéro. J'espère qu'elle a trouvé la paix, mais je ne pouvais pas faire partie de ce voyage. J'ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion de ma classe de lycée et j'ai reçu une bourse complète pour l'université de Stanford, où j'ai étudié le commerce et la psychologie. Le soutien académique et la stabilité que mon père m'a fourni m'ont permis non seulement de me remettre de mes difficultés antérieures, mais aussi d'exceller au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible. Mon père était là pour chaque étape importante, chaque réussite, chaque moment difficile. Monica, Taran et Grace sont devenues mes plus grandes supportrices et mes plus proches confidentes. À l'université, j'ai rencontré mon mari, Michael, qui vient d'une famille aimante qui m'a accueilli à bras ouverts. Quand je leur ai raconté mon histoire, ils ont été horrifiés mais aussi impressionnés par ma résilience. Les parents de Michael, Johan et Robert, sont devenus comme des grands-parents pour moi, comblant un autre vide dont je n'avais pas réalisé l'existence. J'ai maintenant 23 ans et je travaille comme défenseur des enfants, aidant les familles à gérer les litiges en matière de garde d'enfants et protégeant les enfants contre des situations comme celles que j'ai vécues. J'ai témoigné devant des législateurs de l'État sur l'importance du respect des droits parentaux et sur les dommages à long terme que l'aliénation parentale peut causer. Mon père et moi restons incroyablement proches. Il m'a conduite à l'hôtel à mon mariage l'année dernière, et il sera dans la salle d'accouchement le mois prochain lorsque son premier petit enfant naîtra. Monica organise la baby shower, et Taran et Grace se disputent pour savoir qui sera la tante préférée. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle avait vu l'annonce de mon mariage dans le journal et voulait me féliciter. Elle a inclus une photo d'elle en bonne santé et heureuse, ainsi qu'une note disant qu'elle était devenue famille d'accueil pour les enfants plus âgés qui avaient besoin d'un foyer temporaire. Je ne pourrai jamais réparer ce que je t'ai fait, a-t-elle écrit, mais je peux essayer d'aider d'autres enfants qui ont été abandonnés ou négligés. Je pense à toi tous les jours, et je suis fier de la femme que tu es devenue, même si je n'y suis pour rien. Je t'aime, et je t'aimerai toujours. J'ai gardé la lettre, mais je n'ai pas répondu. Certaines blessures guérissent, mais elles laissent des cicatrices qui servent de rappel. Je ne déteste plus ma mère, mais je n'ai pas non plus besoin d'elle dans ma vie. J'ai appris que la famille ne se résume pas au lien du sang, il s'agit des personnes qui sont là pour vous, qui vous font sentir valorisé et qui vous aiment inconditionnellement. La petite fille qui a été abandonnée à cet aéroport a grandi pour devenir forte, prospère et entourée de personnes qui ne songeraient jamais à la laisser tomber. D'une certaine manière, ma mère m'a rendu service ce jour-là. Elle m'a montré ce que je ne voulais pas être, et elle m'a conduite vers la famille que j'étais censé avoir. À tous ceux qui lisent ceci et qui ont été abandonnés ou rejetés par un parent, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas le reflet de votre valeur, et cela ne définit pas votre avenir. Parfois, la famille que vous choisissez est meilleure que la famille dans laquelle vous êtes né. Et à tout parent qui pourrait envisager de donner la priorité à une nouvelle relation plutôt qu'à ses enfants, ne le faites pas. Les dommages que vous infligez dureront toute une vie, et les conséquences s'étendront bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Les enfants se souviennent de tout, et ils méritent mieux que d'être traités comme jetables.